Tout le monde à Red Basin a ri, quand Tessa Calloway a dit qu'elle garderait le puits en pierre sèche au milieu de ses terres. Brock Harrington a proposé de payer pour le combler. Il insistait que les seules choses enterrées là-dedans étaient de la roche, de la poussière et les rêves insensés d'une mère célibataire qui ne connaissait rien à l'agriculture. Puis Juniper, la plus vieille vache de Tessa, a commencé à se tenir au bord du puits. Chaque soir, elle refusait de bouger. Une nuit, Tessa est sortie pour la ramener à la maison et a regardé par-dessus le bord, dans l'obscurité. Et de quelque part, loin sous la surface, une fine lumière dorée a jailli une fois, puis a disparu. Si vous voulez savoir ce que Juniper a trouvé sous ce puits oublié, abonnez-vous à la chaîne et suivez cette femme discrète dans le retournement de situation le plus satisfaisant de l'histoire de Red Basin. Je me souviens du matin de son arrivée, car je me souviens de chaque matin que cette terre a connu. Et peu d'entre eux transportaient autant d'obstination dans un seul pick-up. Tessa Calloway est arrivée par le chemin de gravier avec une remorque à chevaux, alors qu'elle n'avait pas de cheval. Elle avait une boîte à outils plus lourde que sa valise, et un dossier de papier signé 3 jours plus tôt dans un bureau du comté qui sentait le café brûlé. Elle avait 36 ans. Le mariage derrière elle s'était terminé sans cri et sans pitié. Et presque chaque dollar qu'elle avait économisé en 11 ans de comptabilité pour une entreprise de fournitures agricoles était passé dans 38 acres. C'était près d'une ville qui ne s'attendait pas à ce qu'elle tienne une saison. La maison tenait encore debout, ce que l'annonce appelait une caractéristique. La grange penchait. Les clôtures étaient pourries, devenues des suggestions plutôt que des frontières. Et la majeure partie du pâturage avait passé une décennie à redevenir de la sauge et de la folle avoine sans que personne ne s'en soucie. Puis elle est arrivée au puits, et elle s'est arrêtée. Comme les gens s'arrêtent devant quelque chose qui ne correspond pas à sa propre description. Il se trouvait presque exactement au centre de la propriété. Un cercle de pierre ajustée s'élevant de 3 pieds au-dessus de l'herbe. Il était coiffé d'une feuille de contreplaqué déformée. Un ancien propriétaire l'avait lesté avec un poids de tracteur et un morceau de traverse de chemin de fer. Le diamètre était étrange. Les puits de ferme dans cette région faisaient 2 ou 3 pieds de large. Ils étaient creusés étroits parce que c'était bon marché et rapide. Mais ce cercle mesurait plus de 6 pieds d'un bord à l'autre, et les pierres avaient été taillées et équarries plutôt que ramassées et empilées. Quelqu'un y avait dépensé beaucoup d'argent à une époque où personne dans cette vallée ne dépensait beaucoup d'argent pour quoi que ce soit. Et puis quelqu'un d'autre s'était donné la peine d'oublier son existence. Le dossier de la propriété ne disait presque rien. Dans la section listant les améliorations et les charges, une seule ligne avait été tapée. C'était par une machine qui n'existait plus nulle part dans le comté. Elle disait « Puits numéro 3, abandonné ». Il n'y avait pas de profondeur enregistrée, pas de permis de forage, pas de date d'achèvement, pas de rapport de scellement. L'agent immobilier avait haussé les épaules quand elle avait posé la question. Il lui avait dit que le puits était à sec depuis plus de 40 ans, que tout le monde le savait, que les 3 propriétaires précédents avaient chacun pensé à le combler, et chacun avait décidé que le béton coûterait plus cher que la nuisance. Elle a demandé de quoi il était à sec. L'agent a répondu que c'était comme tout ici, à sec à cause du simple fait d'être dans le Wyoming. Elle a accepté la réponse et a acheté la ferme quand même, parce que le prix était bas et la superficie était réelle, et parce qu'elle avait atteint l'âge où une personne cesse d'attendre qu'on lui donne quelque chose et prend simplement ce qui est disponible. Elle a commencé son troupeau, modestement et honnêtement. Une douzaine de têtes achetées lors de 2 ventes en 4 semaines, principalement des Hereford, car les Hereford pardonnent les clôtures de débutants. La plus âgée d'entre elles était une large vache à face blanche. L'étiquette du propriétaire précédent l'appelait Juniper, 12 ans et des poussières, lente de l'arrière-train. Assez douce pour que la fille de Tessa puisse passer sous son menton sans qu'aucune des deux ne s'inquiète. La fillette avait 7 ans cet été-là. Elle l'a passée en grande partie chez sa grand-mère à Casper, pendant que sa mère rendait la maison habitable. Et elle reviendrait dans une ferme qui changeait déjà de manière imprévue. Je la mentionne une fois ici, et je la mentionnerai rarement. Car cette histoire ne met pas un enfant au milieu de ce que des adultes se sont fait les uns aux autres. La nouvelle d'une mère célibataire achetant la ferme Calloway a traversé Red Basin plus vite que n'importe quelle tempête. Dans une ville de 1100 habitants, la propriété est la seule généalogie qui compte. Et à la fin de sa 2e semaine,
On avait discuté de Tessa au restaurant, à l'élévateur à grains et dans les deux églises. Elle a rencontré Brock Harrington pour la première fois au magasin de matériel agricole. Elle y était allée pour connaître le prix des agrafes de clôture et d'un enfonce-pieux d'occasion. Et lui y était allé sans aucune raison, sauf que les hommes comme Brock Harrington vont là où ils peuvent être vus. Il avait 48 ans, les tempes argentées comme l'argent peut l'arranger. Il portait une veste en toile qui n'avait jamais vu la pluie. Il possédait Harrington Ridge Holdings. Sa famille possédait des milliers d'acres, 2 installations de stockage de céréales et un système d'eau privée que la moitié du comté payait pour utiliser. Il était poli devant une foule, ce qui est différent d'être gentil. Quand le vendeur a mentionné que Tessa avait pris l'ancienne propriété Callaway, Brock s'est tourné avec un sourire déjà prêt. Il a demandé si le puits en pierre était inclus ou si elle avait payé un supplément. Quelqu'un près de la caisse a ri. Et une fois qu'un homme rit, les autres ne font que suivre le mouvement. Brock a expliqué, sur le ton patient qu'on utilise avec un enfant à un enterrement, que son propre père avait arpenté ce terrain dans les années 1960. Il avait examiné attentivement le puits et avait conclu qu'il ne valait absolument rien. Un trou au milieu d'un pâturage qu'une exploitation sérieuse aurait bouché avant la première saison de vélage. Il a dit qu'il lui disait cela par courtoisie, pour qu'elle ne gaspille pas d'argent à la prendre elle-même. Tessa a posé les agrafes sur le comptoir et a dit que si le puits ne valait rien, alors il ne le dérangerait jamais. Le rire s'est arrêté un temps trop tôt. Et j'ai vu le sourire de Brock Harrington rester exactement là où il était, tandis que tout derrière bougeait. Ce soir-là, elle a compté le troupeau au crépuscule, et il en manquait une. Elle a trouvé Juniper au-delà de la cour à matériel. Elle se tenait au bord du puits en pierre, avec le contreplaqué toujours lesté. La dernière lumière du jour devenait orange sur son dos. La vache ne buvait pas, car il n'y avait rien à boire. Elle ne broutait pas, bien que l'herbe à ses pieds soit restée intacte et verte après des années d'abandon. Elle avait simplement passé la tête par-dessus la pierre et l'avait baissée. Elle regardait dans un trou, dont tout le monde dans le comté s'accordait à dire qu'il ne contenait rien. Et elle n'a pas bougé quand Tessa l'a appelée par son nom. Puis Tessa a commencé à tester le puits elle-même un dimanche. Elle a retiré le couvercle en contreplaqué. Elle avait une bonne lampe de poche et une poignée de pierres de l'allée. Elle a laissé tomber la première et a compté. Elle ne l'a pas entendue atterrir quand elle s'y attendait. Elle en a laissé tomber une deuxième et a compté à nouveau. Elle a dépassé 3 secondes complètes avant qu'un bruit sec ne remonte du puits. Plat et dur, le son de la roche frappant la roche. Il n'y a pas eu d'éclaboussure. Il n'y a pas eu d'écho humide, pas de gouttes, pas d'odeur d'eau stagnante. Seulement de l'air froid qui montait le long de son visage en une lente colonne. Il semblait faire au moins 15 degrés de moins que l'après-midi autour d'elle. Le puits était profond, bien plus profond qu'un puits de ferme. Et il était aussi sec que l'agent l'avait promis. Et il respirait. L'histoire a atteint le magasin d'aliments pour bétail avant même qu'elle n'ait décidé quoi en penser. Car un voisin l'avait vu là-bas avec la lampe de poche. Et les voisins sont le plus ancien système de diffusion au monde. Brock Harrington était appuyé contre le comptoir quand elle est entrée pour des cubes de fourrage. Il s'est tourné vers les 2 hommes à côté de lui et a dit assez fort pour être entendu. Il avait entendu dire que la nouvelle propriétaire de la propriété Callaway prenait des conseils agricoles auprès de son bétail. Il a dit que peut-être la vache comprenait la valeur de ce terrain mieux que la femme qui l'avait acheté. Les hommes ont ri. Tessa a chargé ses sacs, a payé et n'a rien dit du tout. Et j'ai alors remarqué que ces silences n'étaient pas les silences de quelqu'un qui ne trouvait pas de réponse. Brock l'a suivi jusqu'au parking. Et là, son ton a changé pour quelque chose de raisonnable, ce qui était plus dangereux. Il a dit qu'il aimerait l'aider, qu'une personne qui recommence à zéro méritait un coup de main. Et puis il a proposé d'acheter les 12 acres arrière de sa propriété. Il a proposé un chiffre assez bas pour être une insulte, et assez stable pour être une tentation. Il a dit que le terrain derrière sa maison était accidenté et rocheux, qu'il ne vaudrait jamais rien pour personne, qu'elle dépenserait plus en clôture et en minéraux qu'elle n'en tirerait jamais, et qu'il ne faisait cette offre que parce que sa limite est longeait ce terrain, et qu'il aimait les frontières nettes. Tessa lui a demandé pourquoi un homme voudrait posséder 12 acres de terrain qu'il venait de décrire comme sans valeur. Brock a dit quelque chose sur le rangement et est monté dans son camion. Elle est rentrée chez elle en retournant cette question dans sa tête
tout le long du chemin, et elle n'a jamais trouvé de réponse satisfaisante. 4 nuits plus tard, une forte pluie est passée, laissant l'air pur et froid. Tessa est sortie dans l'obscurité totale pour vérifier les pâturages bas à la recherche de ravinement. Juniper n'était pas rentrée. Elle était au cercle de pierre, au même endroit. Tessa s'est tenue à côté d'elle et a dirigé la lampe de poche droit vers le bas, pour la première fois depuis les tests du dimanche. À environ 30 pieds sous le bord, sur un côté plutôt qu'au fond, quelque chose a renvoyé le faisceau vers elle. Un petit éclat dur, de la couleur d'une allumette craquée. Sa main a bougé, l'angle a changé, et il avait disparu. Elle a déplacé la lumière à nouveau, mais n'a pas pu le retrouver. Et elle est restée là pendant 11 minutes à essayer, tandis que la vieille vache respirait à côté d'elle dans le noir. Gavin Pierce avait foré et nettoyé des puits dans 3 comtés pendant 31 ans. Il était à moitié à la retraite depuis 4 ans, ce qui signifiait qu'il travaillait encore chaque fois que quelqu'un demandait gentiment et payait en espèces. Il est venu un mardi avec un camion plein de cordes, un trépied, un casque de sécurité qu'il a fait porter à Tessa, même si elle restait à la surface. Et il avait le scepticisme plat d'un homme qu'on a appelé pour voir 100 miracles qui se sont avérés être de l'eau souterraine. Il a passé la première heure uniquement sur la maçonnerie. Et à la fin de cette heure, le scepticisme avait disparu. Il lui a dit que le cercle n'était pas un puits de ferme. C'était de la pierre de taille, assisée et ajustée. Le mur était facilement 3 fois plus épais que tout ce qu'un colon aurait construit pour de l'eau. Et il descendait de cette manière, soigné et délibéré, aussi loin que sa lumière pouvait porter. Puis il a trouvé la chose qui a changé la forme de tout l'été. À environ 26 pieds de profondeur, du côté sud-est du puits, le mur s'ouvrait sur un vide horizontal. Il était à peu près à la hauteur de la poitrine d'un homme, et ce vide avait été comblé avec des décombres qui ne correspondaient pas à la roche environnante. Il a dit que le remblai était anormal. Les pierres étaient anguleuses et fraîchement cassées, alors que le mur du puits était usé par le temps. Ce qui signifiait que les décombres venaient d'ailleurs et avaient été placés là. Et l'ouverture derrière avait des bords taillés à l'équerre. On pouvait encore voir le travail des outils dans les coins supérieurs. Quelqu'un avait creusé une chambre latéralement dans un puits vertical. Et puis quelqu'un d'autre avait rempli son entrée à la main. Et aucune de ces deux choses n'est un accident. La nouvelle a voyagé comme elle le faisait toujours. Le 4e jour, le pick-up de Brock Harrington est arrivé dans son allée sans invitation. Il s'est garé là où il serait vu de la route. Il s'est tenu au bord de la zone de travail de Gavin, les mains dans les poches de sa veste. Il a regardé une femme remonter un seau de roche centenaire avec une corde. Il a demandé avec un amusement réel si elle avait vraiment décidé de dépenser de l'argent pour creuser un trou mort. Il lui a dit que la chose responsable à faire serait de mettre cet argent de côté pour sa facture de nourriture d'hiver. Il avait entendu dire qu'elle était déjà à crédit à l'élévateur à grains. Il a dit, et il s'est assuré que Gavin l'entende, que les gens avec de l'argent achètent des terres pour qu'elles rapportent. Et que les gens désespérés achètent des terres, puis prient dessus. Cet après-midi-là, elle s'est lavée, a changé de chemise et s'est rendue au siège du comté. Elle y a passé 4 heures avec les registres de propriété et les plans cadastraux. Elle en est sortie avec des photocopies et le début de quelque chose. La ferme Callaway n'avait pas toujours fait 38 acres. Dans la dernière décennie des années 1800, c'était le coin nord-ouest d'une propriété de près de 4000 acres. Une compagnie de bétail et de terre, assemblée par de l'argent de l'Est et dissoute par une série d'hivers. L'ancien plan d'arpentage montrait toute l'étendue. Et sur ce plan, 3 puits étaient marqués de la main soignée de l'arpenteur. Le puits numéro 1 portait une notation de profondeur et une note « Bonne eau, bétail ». Le puits numéro B portait une notation de profondeur et une note « Eau, maison et jardin ». Le puits numéro 3 ne portait ni profondeur, ni note, ni description d'aucune sorte, et il se trouvait exactement là où son cercle de pierre se trouvait maintenant. Et à côté, d'une écriture plus petite et légèrement de travers, quelqu'un avait ancré 2 lettres et un point entre elles. Les lettres étaient S et H. Il n'y avait aucune légende sur la feuille pour les expliquer. Pas de clé, pas de notation correspondante nulle part ailleurs sur les 4000 acres. Tessa a montré la copie à l'employé qui travaillait dans ce bureau depuis 22 ans. L'employé l'a tourné vers la fenêtre et a dit qu'elle n'avait jamais vu ce marquage sur aucun plan du comté. Tessa est rentrée dans le noir,
avec la photocopie sur le siège passager. Et quand ses phares ont balayé le pâturage, la vieille vache était déjà debout près des pierres. La nuit où la lune était parfaite était la 3e semaine d'août, claire et sans vent. Le ciel était d'un blanc délavé, autour d'une lune, à 3 jours de sa plénitude. Juniper a quitté le troupeau à 10h-5, comme toujours. Mais cette fois, elle ne s'est pas calmée et n'est pas rentrée au crépuscule. Et à 9h, Tessa a renoncé à attendre et est sortie avec une lumière qu'elle n'a pas allumée. La lune était assez basse à l'ouest pour projeter un angle d'argent dur directement dans le puits ouvert. Et la vache se tenait exactement là où elle se tenait toujours, côté sud-est, la tête par-dessus la pierre, absolument immobile. Tessa a posé ses mains sur la roche froide et a regardé dans un puits qui avait été éclairé d'en haut, peut-être 1 ou 2 fois par an pendant un siècle. Et quelque chose dans l'obscurité a renvoyé une petite lueur dorée et nette. Gavin est revenu le lendemain matin avec une caméra d'inspection empruntée sur une tige en fibre de verre. Ils ont passé 5 heures à la faire descendre et à lire un petit écran sale à l'ombre du camion. Ce qu'ils ont trouvé se trouvait derrière les décombres. C'était à moitié enfoui dans un coin de limon qui s'était accumulé au fil des décennies. Et c'était plat, long et fait par l'homme. Un coin avait été nettoyé par la chute de gravier jusqu'à ce que la surface en dessous montre du métal. Et à côté, captant la propre lampe de la caméra, il y avait plusieurs petits points brillants dispersés dans le limon, comme du verre brisé. Aucun d'eux ne pouvait dire ce que c'était. Mais tous deux pouvaient dire sans aucun doute qu'une personne l'avait mis là exprès, puis l'avait muré. Tessa voulait que le remblai soit retiré la même semaine, mais Gavin Pierce a refusé. Et je veux que ce refus soit consigné, car c'est la raison pour laquelle cette histoire se termine comme elle le fait, au lieu de se terminer dans le rapport d'un coroner de comté. Il lui a dit qu'un puits ouvert pendant un siècle se maintient par habitude, et que dès que vous retirez du matériau d'un côté, vous découvrez sur quoi l'autre côté s'appuyait. Il voulait une évaluation de la stabilité, un étayage approprié, un harnais avec 2 ancrages indépendants et un deuxième homme en surface en tout temps. Il a dit qu'il avait sorti un ami d'un trou en 1994 et qu'il n'avait jamais oublié le son que cela avait fait. Tessa a écouté, puis elle a payé pour l'évaluation, et le travail s'est arrêté pendant 11 jours en attendant. Brock Harrington est revenu le 8e de ses jours, et tout en lui avait changé. Il n'y avait pas de foule cette fois, ni de blagues prêtes à sortir. Il s'est approché de son Porsche, a enlevé son chapeau et lui a dit qu'il avait réfléchi à sa situation. Il avait décidé de lui faire une offre sérieuse. Et puis il a nommé un chiffre pour toute la ferme, maison, dépendance et les 38 acres. C'était près de 40% de plus que ce qu'elle avait payé 11 mois plus tôt. Il a dit que c'était une vente au comptant, sans condition de financement, avec une prise de possession sous 60 jours, et qu'il pourrait lui fournir les papiers d'ici vendredi. Tessa se tenait sur le pas de sa porte, un torchon encore à la main. Elle a dit que la semaine d'avant, il avait dit à tout un magasin que cet endroit ne valait rien. Brock a répondu doucement qu'il l'aidait à sortir d'un mauvais investissement avant qu'il ne lui prenne autre chose. Elle lui a demandé pourquoi un homme paierait 40% au-dessus du marché pour sauver une étrangère d'un mauvais investissement. Il lui a dit qu'elle comprendrait mieux les affaires une fois qu'elle y serait depuis plus longtemps. Elle a dit non. Il lui a souri, et le sourire est resté, mais quelque chose en dessous a chuté de plusieurs degrés. Il a remis son chapeau et a dit qu'il espérait qu'elle ne regretterait pas d'être fière. La lettre est arrivée jeudi, sur le papier à en-tête épais d'un cabinet de Cheyenne. Elle faisait 3 pages et était écrite pour faire peur. Harrington Ridge Holdings affirmait qu'en vertu d'actes enregistrés dans les années 1920, la famille Harrington conservait des intérêts historiques d'exploration et d'extraction dans les terrains environnants, y compris le puits désigné comme puits numéro 3, et que toute excavation, enlèvement ou perturbation de matériaux à cet endroit sans leur consentement écrit exposerait Tessa Callaway à des poursuites pour détournement et ingérence. La lettre exigeait que tous les travaux cessent dans les 10 jours. Elle ne disait pas ce que quiconque pensait qu'il y avait là-dessous. Elle n'en avait pas besoin, et c'était là l'indice. Elaine Porter avait un bureau au-dessus d'une quincaillerie, 2 villes plus loin. Elle avait passé 26 ans à ne faire que du droit foncier, de l'eau et des minéraux dans cette partie de l'État. Elle a lu la lettre 2 fois, puis une 3e fois avec un stylo à la main. Et elle a commencé à rire au milieu de la 2e page.
Elle a dit à Tessa que la lettre était presque entièrement composée d'adjectifs. Elle citait 3 actes enregistrés, et chacun d'eux se rapportait à la section immédiatement à l'est, le terrain que les Harrington possédaient réellement depuis les années 20. Et aucun d'eux ne contenait une description légale qui traversait la ligne de section pour arriver sur la ferme Callaway. Ce que la famille détenait, dit-elle, était un intérêt réel dans une propriété réelle. Mais ce n'était tout simplement pas cette propriété. Alors, elles sont allées à la réunion sur l'utilisation de l'eau du comté en septembre. Car Elaine voulait que le visage de Tessa soit dans cette pièce avant que tout dossier ne soit déposé. Et parce qu'Elaine comprenait que dans un petit comté, les registres sont une chose et la mémoire en est une autre. La réunion a duré 2 heures sur les allocations d'irrigation et la gestion de la sécheresse. Et quand la parole a été donnée au public, Brock Harrington s'est levé dans une salle de 40 personnes et a fait son erreur. Il a dit, avec la voix d'un homme généreux, qu'il voulait aborder gentiment une rumeur qui circulait. Car les rumeurs nuisent à la valeur des propriétés de tout le monde. Il a dit qu'une nouvelle propriétaire à l'ouest de sa ligne s'était convaincue d'une chose, qu'il y avait une histoire de trésor dans un trou abandonné, et que bien qu'il compatisse avec quiconque luttant pour faire ses paiements, le comté ne devrait pas avoir à entretenir des fantaisies. Il a suggéré, avec un petit haussement d'épaule plein de regrets, que la banque réglerait probablement l'affaire avant le puits. La salle est devenue silencieuse de cette manière particulière que les salles ont quand tout le monde réalise au même moment qu'ils se sont moqués de la mauvaise personne. Brock a dit que la lettre parlait d'elle-même. Tessa a dit qu'elle était d'accord, et s'est assise. Le président est passé au point suivant. Et j'ai regardé 40 personnes passer le reste de cette réunion à faire des calculs qu'elles ne faisaient pas 1 heure plus tôt. Après, sur le parking, un vieil homme en chemise à boutons pression a attendu près de son camion que la foule se disperse. Warren Pike avait 81 ans et avait vécu dans le bassin toute sa vie, et son père avant lui avait travaillé pour la compagnie foncière qui avait possédé les 4000 acres avant que les hivers ne la brisent. Il a dit qu'il n'y avait pas pensé depuis 50 ans, mais que sa question avait réveillé quelque chose. Il a dit que son père parlait des puits de cette propriété par leur nom. 1 et 2, des puits d'eau, ordinaires. Et puis il a dit qu'il y avait l'autre, celui que son père n'a jamais appelé un puits. Son père l'appelait le trou de sondage. Tessa se tenait sur un parking en gravier dans le noir. Elle sentit les 2 lettres ancrées sur un plan de 130 ans se réorganiser. Pas les initiales d'un saint, pas un nom de famille, pas un repère de colon. Trou de sondage. Pas creuser pour l'eau. Creuser pour voir ce qu'il y avait sous terre par des gens payés pour regarder. Et puis rempli et oublié par des gens qui ne voulaient pas dire ce qu'ils avaient vu. Elle est retournée au bureau des archives, et cette fois, elle a demandé les dossiers des chemins de fer. Il a fallu 2 visites et la patience d'un employé pour le trouver. Dans un dossier de correspondance daté de 1902, une filiale d'une compagnie ferroviaire de Denver avait commandé une reconnaissance géologique à travers le bassin. C'était pour soutenir un projet de ligne secondaire partant vers le nord de la vallée. La ligne a été arpentée, jalonnée, débattue pendant 3 ans, puis abandonnée lorsque le financement s'est effondré pendant la panique. Le rapport de terrain final comptait 9 pages de description sèche et 1 page de comptabilité. Et au bas de la dernière page, sous une rubrique pour la disposition des matériaux, une seule ligne avait été tapée par un homme qui n'aurait jamais pu imaginer que quelqu'un la lirait. Échantillon déposé au puits 3. Ils ont ouvert la chambre le 2e samedi d'octobre. Cela a pris la majeure partie de la journée. Et je dirais franchement que ce fut l'excavation la moins spectaculaire de l'histoire des choses enfouies. Gavin Pierce est descendu dans un harnais complet sur un équipement certifié. Il y avait un 2e homme au frein et Tessa à la radio. Et il a sorti les décombres, un seau à la fois, pendant 6 heures. Pendant ce temps, un géologue nommé Nolan Avery se tenait au bord et enregistrait chaque chargement. Le docteur Avery était venu de Laramie pour des honoraires de consultation que Tessa pouvait à peine justifier. C'était un homme indépendant, sans intérêt dans le comté et sans intérêt pour les rancunes de quiconque. Et il avait accepté de venir, principalement parce qu'il n'avait jamais entendu parler d'un dépôt d'échantillons de 1902 ayant survécu où que ce soit dans l'État. Ce qu'ils ont remonté était une longue caisse en métal. Les coutures étaient rouillées et les charnières réduites en poudre. Et à l'intérieur, il y avait 41 sacs d'échantillons en tissu.
La plupart étaient pourris au pli, chacun fermé par une étiquette en fil de fer. Les points brillants que la caméra avait captés étaient exactement ce que Nolan Avery avait soupçonné d'après les photographies. Et il l'a dit avant même d'avoir fini d'ouvrir le troisième sac. Des cristaux de pyrite de fer, grossiers et cubiques et magnifiquement réfléchissants. Ils étaient dispersés dans le limon, là où les sacs s'étaient déchirés et avaient déversé leur contenu il y a un siècle. De l'or des fous, dans le sens le plus simple et le plus ancien du terme, sous un soleil bas, à la fin d'un après-midi, avec la lumière descendant dans le puits sous le seul angle que la géométrie permettait. Il renvoyait une lueur dorée qu'une femme debout au bord pouvait voir, sans jamais la retrouver deux fois. Le soir, Tessa était assise sur le haillon de son pick-up avec 41 sacs pourris étalés sur une bâche devant elle, et chacun d'entre eux contenait de la roche. Pas de l'or, pas de l'argent, pas une seule chose qu'une personne pourrait vendre. Du grès, du schiste, une argile grise, du quartz, plus de pyrite. Tout cela soigneusement collecté par des hommes morts avant même la naissance de sa grand-mère. Tout cela ne valait précisément rien dans n'importe quel bureau d'analyse en Amérique. Elle avait dépensé 4 mois et la majeure partie de son budget de réparation. Elle avait mis son titre de propriété en péril. Et au fond du mystère, il y avait une boîte de gravier. Brock a appris la nouvelle en 2 jours, car il apprenait toujours tout en 2 jours. Et cette fois, il n'est même pas venu à la ferme. Il l'a dit au restaurant, à une table de 6, et la nouvelle lui est parvenue intacte le jeudi. Il a dit qu'il l'avait dit à tout le comté depuis le début, que la femme de la propriété Callaway avait creusé pendant 1 mois et trouvé des cailloux, et qu'il espérait que quelqu'un avait pris une photo pour ses cartes de Noël. La semaine suivante, son agent a envoyé une nouvelle offre écrite pour toute la ferme. Le chiffre était plus bas que celui qu'il avait offert en août, et plus bas que celui qu'il avait offert en juillet. Et la baisse n'était pas une correction du marché. C'était un message, et il devait être lu comme tel. Nolan Avery, pendant ce temps, n'était pas rentré chez lui. Il avait remarqué quelque chose sur la bâche que personne d'autre n'avait de raison de remarquer. Et cela l'a retenu à Red Basin 3 jours de plus, à ses propres frais. Les étiquettes en fil de fer sur les sacs d'échantillons étaient numérotées, toutes dans une séquence. Et la séquence était la notation de terrain ordinaire d'une équipe d'arpentage au travail. Ce qui signifiait que les sacs n'étaient pas des souvenirs, ils étaient un enregistrement. En 39 des 41 portaient des étiquettes avec un préfixe lié au puits lui-même. C'est ce à quoi on s'attendrait pour du matériau extrait de ce trou. 2 n'en avaient pas. L'un de ces 2 était étiqueté avec les lettres R et B et le numéro 17. Et le matériau à l'intérieur était une argile gris-vert pâle qui ne venait d'aucune profondeur de ce puits. Car ce puits n'avait jamais traversé rien de tel. Écrit au dos de l'étiquette au crayon, faible mais lisible à la loupe, il y avait une paire de relèvements d'arpentage. Nolan les a tracés 2 fois, une fois à la main et une fois sur un ordinateur portable par rapport à la grille moderne du comté. Et les 2 fois, ils ont abouti à un point dans le coin nord des 38 acres de Tessa Callaway, à environ 600 yards de l'endroit où il se trouvait. Il a envoyé une partie de ce sac à un laboratoire à Reno et une partie à un collègue de l'université. Les résultats sont revenus 19 jours plus tard. Et ils étaient intéressants d'une manière qui le rendait prudent plutôt qu'excité. L'argile contenait du lithium en concentration bien supérieure à ce que les formations environnantes devraient produire. C'était sous la forme minéralogique associée à certains gisements argileux, plutôt qu'à de la saumure ou de la roche dure. Il l'a expliqué à Tessa sur sa table de cuisine avec un bloc-notes, et il l'a expliqué honnêtement, ce qui signifiait qu'il a passé plus de temps sur ce que cela ne signifiait pas que sur ce que cela signifiait. Un échantillon d'un point n'est pas un gisement, ce n'est pas une ressource. Ce n'est pas une réserve et ce n'est pas une mine. C'est un seul chiffre anormal provenant d'un sac de terre collecté avant la Première Guerre mondiale. Puis Nolan a fait la dernière partie du travail ordinaire, la pièce qui transforme une curiosité en une histoire. Il a cherché dans les dossiers d'exploration et de minéraux de l'État pour les cantons autour de Red Basin, sans rien attendre. Ce qu'il a trouvé, c'est une demande de permis d'exploration régionale. Elle avait été déposée discrètement 19 mois plus tôt par une petite société de services géologiques basée au Colorado.
Elle couvrait un bloc d'études qui entourait les 38 acres de Tessa sur 3 côtés et s'arrêtait précisément à ses clôtures. Il a suivi l'enregistrement de la société à travers 2 dépôts jusqu'à l'entité mère qui la possédait entièrement. La société mère était Harrington Ridge Holdings. Ce que le bureau du Ranch Harrington détenait dans une boîte de correspondance, achetée à un séquestre avec la section à l'est de sa ligne dans les années 1920, c'était une référence à une reconnaissance, une formation prometteuse et des échantillons conservés sur la propriété. Ce que cette boîte ne contenait pas, c'était un emplacement. Les relèvements étaient sur une étiquette au crayon, dans un sac en tissu au fond d'un trou. Et le trou se trouvait sur la seule parcelle que sa famille n'avait jamais réussi à acheter. Donc, pendant 3 décennies, les Harrington avaient fait la seule chose possible: acquérir tout ce qui l'entourait et attendre. Et s'assurer absolument que quiconque détenait le milieu croyait que le milieu ne valait rien. Son père avait arpenté ce terrain et qualifié le puits d'inutile devant des témoins. Brock avait fait de même dans un magasin d'aliments pour bétail à une femme qu'il s'attendait à voir partir en 1 an. Il ne mentait pas sur le puits parce qu'il était cruel, bien qu'il le fût. Il mentait à ce sujet parce que le mensonge était un atout. Et il avait parfaitement fonctionné pendant 50 ans, jusqu'à ce qu'une vieille vache commence à se tenir au mauvais endroit à 5 heures. Elaine Porter a fait en 1 semaine ce que Brock avait passé une carrière à empêcher. Elle a enregistré un avis des intérêts de Tessa. Elle a déposé une réponse formelle à la lettre de Cheyenne qui citait les descriptions légales réelles des 3 actes mentionnés à leurs auteurs. Et elle a fait une demande écrite pour les dossiers d'exploration historique en possession de Harrington Ridge Holdings. C'étaient des documents pertinents pour une réclamation qu'ils avaient eux-mêmes affirmée. Ce dernier point était l'hameçon, et il a mordu. 10 jours plus tard, le dépôt de plainte menacé n'était pas apparu et ne le serait jamais. Ed Brock Harrington est venu seul dans l'allée de Tessa, un dimanche après-midi, et a frappé à sa porte comme un voisin. Il était, pour la première fois, agréable. Il a complimenté la clôture qu'elle avait reconstruite le long de la route du comté, ce qui était un travail vraiment bien fait. Il a dit qu'il pensait qu'ils avaient mal commencé et qu'il prenait sa part de responsabilité. Et puis, il lui a offert un chiffre pour la ferme qui était plus du triple de ce qu'elle avait payé. C'était structuré pour qu'elle puisse garder la maison et 5 acres et les lui louer pour $1 par an. Et il l'a dit avec l'aisance d'un homme qui n'a jamais vu une telle offre refusée. Tessa l'a remercié d'être venue et a dit qu'elle ne signerait rien ce mois-là. Sa patience s'est effondrée en l'espace d'un souffle. Et j'ai pensé depuis que c'était le souffle le plus cher qu'il ait jamais pris. Il a dit qu'elle n'avait pas la moindre idée de ce qu'elle tenait, qu'elle était une comptable avec un passe-temps et une corde, et que des terres comme celle-là nécessitaient du capital, de l'expertise et des relations qu'elle n'aurait jamais. Tessa l'a laissé finir. Puis elle a dit très doucement qu'un instant plus tôt, c'était lui qui disait à tout le monde qu'il n'y avait rien là, et qu'il venait d'admettre, debout sur son porche, qu'elle tenait quelque chose. Il n'a pas répondu. Il l'a regardée comme un homme regarde une porte qu'il vient d'entendre se verrouiller. Puis il est allé à son camion, et il est parti plus lentement qu'il n'était venu. C'est ici qu'une femme de moindre envergure devient riche, et qu'une plus intelligente devient prudente. Et Tessa Calloway était du second type. Elle n'a pas signé de bail minier. Elle n'a pas appelé de courtier, de promoteur, ni aucun des 4 hommes qui ont mystérieusement eu son numéro en 1 mois. Elle a dit à Nolan Avery qu'elle voulait savoir ce qu'il y avait réellement sous son terrain, avant de laisser quiconque lui faire une offre basée sur ce qu'ils espéraient y trouver. Et elle voulait savoir ce que l'extraction ferait à l'eau et au sol, car elle avait l'intention de vivre encore sur ce sol dans 20 ans. Il a conçu un programme limité. 4 trous de carottage peu profonds sur une grille dans le coin nord, autorisés, cautionnés et réhabilités. Et cela lui a coûté le reste de ses économies et la moitié d'un petit prêt sur le bétail. Les carottes sont revenues en décembre et elles ont mis fin à l'histoire du lithium, poliment et complètement. L'anomalie était réelle, mais elle était étroite. Une lentille d'argile enrichie d'environ 11 acres de superficie et jamais plus de 14 pieds d'épaisseur. Les teneurs étaient scientifiquement intéressantes, mais commercialement insignifiantes, à n'importe quel prix que le marché ait jamais connu. Nolan a rédigé un rapport de 4 pages et a dit la vérité à voix haute. Le coin nord méritait une note de bas de page dans un bulletin d'études de l'État.
et rien d'autre. Il n'y aurait pas de mine. Il n'y aurait pas de chèque qui change la vie. Brock Harrington avait passé 30 ans et plusieurs millions de dollars à acheter discrètement un cercle de terre autour d'une note de bas de page. Mais les carottes étaient descendues à 260 pieds pour caractériser la section, et elles avaient trouvé quelque chose que Nolan Avery ne cherchait pas. Il l'a apporté à sa cuisine avec le même bloc-notes et un visage complètement différent. Sous l'argile, sous une couche de schiste compétente qu'il avait gardée scellée et inaperçue depuis la formation du bassin, se trouvait une unité de grès saturé de plus de 90 pieds d'épaisseur, avec une excellente porosité, un niveau d'eau statique à portée d'une pompe agricole ordinaire, et une chimie de l'eau assez propre pour être bu sans traitement. C'était un aquifère, un ancien et substantiel. Et le schiste au-dessus était exactement la raison pour laquelle personne en 140 ans de forage dans cette vallée ne l'avait jamais atteint par accident. Et c'était finalement la raison pour laquelle une équipe de chemin de fer avait creusé un puits large, taillé et coûteusement renforcé à cet endroit précis en 1902. Et pourquoi ils étaient descendus à 240 pieds dans un endroit sans eau à la surface. Ils n'avaient pas creusé un puits. Ils avaient poursuivi une anomalie de formation que leurs instruments ne pouvaient pas expliquer. Ils avaient muré leurs échantillons, marqué la feuille de 2 lettres et fait faillite avant que quiconque ne lise le rapport. Le trou sec, dont tout le monde se moquait, n'avait jamais été un puits raté. C'était une porte restée ouverte tout ce temps, avec un panneau que personne à Red Basin ne pouvait lire. La dernière chose que Nolan a dite ce soir-là a été celle qui a changé la forme de la vallée. L'aquifère ne s'arrêtait pas à sa clôture. Il s'étendait à l'est sous les sections de Harrington et probablement bien au-delà. Une masse d'eau, reposant sous des milliers d'acres de terrain appartenant à une famille qui avait dépensé une fortune à pomper à 30 mètres de là. Mais la couche de schiste s'épaississait brusquement vers l'est, et la structure s'élevait jusqu'à un sommet peu profond, sous un seul endroit, et un seul. Et ce sommet, le seul point de tout le bassin où l'eau pouvait être atteinte de manière économique et sûre, se trouvait sous 38 acres au milieu de tout, sur la ferme dont personne n'avait voulu. Tessa a demandé à l'ingénieur de l'État un permis pour forer un puits d'essai. Elle l'a fait de la manière lente et correcte, avec Elaine s'occupant des dépôts et les données de Nolan jointes en totalité. Brock s'y est opposé au niveau du comté, et je n'ai jamais, de ma longue mémoire, vu un homme travailler plus dur pour se faire paraître petit. Il a soulevé des inquiétudes sur l'intégrité de l'aquifère de la part d'une partie qu'il a décrite comme inexpérimentée. Il a soulevé la subsidence. Il a soulevé la sensibilité écologique d'un bassin que sa propre exploitation déshydratait depuis 2 décennies. Il s'est tenu devant un conseil qu'il avait entendu qualifier ce terrain de trou sans valeur 8 mois plus tôt, et il leur a demandé de le protéger de la femme qui le possédait. Elaine a mis tout le dossier sur la table en 11 minutes. Le plan de 1891 avec le trou de sondage marqué. Le rapport de reconnaissance de 1902 et sa ligne sur le dépôt. La chaîne de titres montrant que Harrington Ridge Holdings n'avait jamais possédé un seul pied carré de la ferme Callaway. La lettre d'août de Cheyenne exigeant des droits sur un emplacement que son auteur qualifiait maintenant de sans valeur. La demande de permis d'exploration entourant la propriété sur 3 côtés, déposée 19 mois avant que tout cela ne commence. Elle n'a pas fait de commentaire une seule fois. Elle n'en avait pas besoin. Puis Nolan Avery a témoigné, et sa valeur dans cette salle était qu'il a présenté le cas modeste plutôt que l'excitant. Il a dit que Tessa Callaway ne revendiquait pas la propriété de l'aquifère, car dans le Wyoming, personne ne possède un aquifère, et toute suggestion contraire était une mauvaise compréhension de la loi. Elle demandait un permis pour s'approprier une quantité spécifiée pour un usage bénéfique. C'était soumis au même système de priorité et au même comptage que tout autre propriétaire dans le bassin. Il a présenté l'estimation du rendement durable, qui était conservatrice. Il a recommandé des puits de surveillance et des rapports annuels, et il les a recommandés avant que quiconque ne le lui demande. Le Conseil a accordé le permis avec des conditions en moins d'1 heure. Ils ont foré en avril, à 300 yards de l'ancien cercle de pierre, par un matin clair et froid, avec un vent d'ouest. La moitié de Red Basin a trouvé une raison d'être sur cette route de comté en milieu de matinée. Le camion de Brock Harrington était sur l'accotement à un quart de mile, moteur en marche et vitres levées.
La foreuse a traversé la roche de couverture pendant la majeure partie de la journée et a atteint le grès à 211 pieds. Et il n'y a pas eu de geyser, car il n'y a jamais de geyser. Et quiconque vous dit le contraire a regardé le mauvais genre d'histoire. Ce qui s'est passé, c'est que les déblais sont sortis sombres, puis humides. Puis le visage du foreur a changé. Puis le niveau statique est monté dans le tubage et s'est arrêté à 41 pieds de la surface. Il est resté stable tout l'après-midi. Et la pompe d'essai a fonctionné à 900 gallons par minute pendant 4 heures d'affilée, sans baisser de plus de quelques pieds. Personne n'a applaudi. Ce n'est pas ce que ces gens font. Ce qui s'est passé, c'est que les hommes qui avaient ri dans le magasin d'aliments pour bétail se sont tenus en rang le long d'une clôture de barbelés. Ils ont regardé de l'eau propre et froide sortir d'un tuyau sur le sol d'une ferme qu'ils avaient tous jugée finie. D'un par un, ils ont enlevé leur chapeau. Et ce n'était pas du respect pour elle exactement. Pas encore. Mais c'était la fin de quelque chose. Gavin Pearce n'a pas regardé le puits du tout. Il s'est retourné et a regardé à travers le pâturage une vieille Hereford à face blanche. Elle se tenait à 400 yards dans la sauge. Et il a commencé à rire. Et il a ri jusqu'à devoir s'asseoir sur son haillon. En un mois, Harrington Ridge Holdings avait entamé des négociations pour participer à un développement conjoint de l'eau sur la ferme Callaway. La lettre venait du même cabinet de Cheyenne, sur le même papier épais. Elle faisait 2 paragraphes et était extrêmement polie. La réunion finale a eu lieu dans le hangar à machines des Ostrander en novembre. C'était le seul bâtiment du district avec assez de chaises. Brock Harrington avait passé toute sa vie en bout de table. Et il n'y avait pas de bout à celle-là, car Tessa avait emprunté des tables rondes à l'église. Et je ne crois pas un seul instant que c'était un accident. Il était venu en voulant ce qu'il avait toujours voulu, un arrangement privé à un prix élevé, avec une allocation garantie et un rôle opérationnel. Et ce qu'il achetait, c'était le contrôle, et tout le monde le savait. Il s'est assis en face d'elle dans une veste en toile qui n'avait toujours jamais vu la pluie. Et après 20 minutes à tourner autour du pot, il lui a demandé directement quelles conditions elle voulait. Elle a fait glisser l'accord de participation standard sur la table vers lui. Elle a dit que ce n'était pas ses conditions. Elle a dit que c'était les mêmes conditions que pour tout le monde. La même formule de tarif par acre-pied, les mêmes rapports, les mêmes déclencheurs de réduction, le même vote unique. Et qu'il était libre de les signer ou non. Il a dit que son exploitation était 40 fois plus grande que celle du plus petit membre. Elle a dit que la formule s'adaptait au volume. Donc il paierait 40 fois plus et recevrait 40 fois plus, et que c'était à cela que ressemblait l'équité quand elle était écrite au lieu d'être discutée. Il l'a lu pendant un long moment, puis il l'a signé, lui a serré la main et est parti sans rien dire d'autre. Et la pièce était très silencieuse jusqu'à ce que son camion quitte la propriété. Le lithium, à la fin, a produit un seul article. Il apparaît dans un bulletin du service géologique de l'État comme une occurrence décrite d'argile enrichie dans le bassin nord, avec une recommandation pour une étude régionale plus approfondie. Et une note que la teneur et le tonnage n'indiquent pas de potentiel économique dans les conditions actuelles. Tessa est créditée dans les remerciements par son nom. Il n'y a pas eu de mine, pas de boom, pas de chèque providentiel. Et je pense qu'il est important de le dire clairement, car la version que les gens racontent maintenant l'oublie parfois. Restait la question de la vache, et Tessa ne l'a jamais complètement laissée de côté. Elle a posé la question à Gavin Pearce cet hiver-là, le jour où il est venu l'aider à poser le couvercle permanent. Et il lui a donné une réponse si ordinaire qu'elle a ri du temps qu'elle avait attendu. Ce puits, dit-il, descendait à 240 pieds dans une roche qui maintient une température constante toute l'année, et l'ancienne chambre latérale ventilait à travers. Donc, par un après-midi chaud, le puits exhalait une lente colonne d'air de 15 ou 20 degrés plus fraîche que le pâturage. Elle transportait l'odeur humide et minérale de la pierre profonde. Elle montait le plus fort sur l'arc sud-est, là où se trouvait l'entrée de la chambre. Le bétail trouve de l'ombre et un sol frais au toucher et à l'odorat chaque jour de sa vie, avec des sens qui font paraître les nôtres comme des devinettes. Juniper n'avait pas su qu'il y avait quelque chose là-dessous. Elle avait seulement su que par un chaud après-midi d'août, un endroit particulier sur 38 acres indifférents respirait le froid et sentait l'eau. Et c'était une raison suffisante pour qu'une vache de 12 ans marche 400 yards et reste là jusqu'à la nuit. Quant à la lumière,
Nolan Avery a résolu cela avec une boussole et une carte solaire en environ 20 minutes. Dans la dernière heure de la journée, pendant quelques semaines de chaque côté de l'équinoxe, le soleil passait la crête à un angle assez raide pour atteindre l'entrée de la chambre. Et il frappait le coin décapé d'une caisse en métal et une dispersion de cristaux de pyrite dans le limon. Et il remontait le puits comme une seule lueur dorée et dure. De l'optique simple et de la vieille terre. C'est tout ce que c'était. Et cela a conduit une femme à un secret qui se trouvait sous ses pieds depuis avant que le Wyoming ne soit un État. Elle n'a pas comblé le puits. Elle l'a fait stabiliser professionnellement, scellé avec un couvercle en acier verrouillable capable de supporter un tracteur, et ventilé pour qu'il respire encore. Et elle a laissé le cercle original de pierre taillée debout au-dessus de l'herbe, exactement là où les mains l'avaient placé en 1889. Touriste est un mot trop fort pour ce qui vient là-bas. Mais des gens viennent, principalement des écoliers de 3 comtés. Et Tessa leur dit la même chose à chaque fois. L'objet le plus précieux de la propriété a passé 1 siècle à être décrit comme un déchet par des gens qui n'avaient jamais regardé dedans. Brock Harrington est passé par là par une journée ensoleillée le printemps suivant, en route pour ailleurs. Il a ralenti pour le nouveau panneau au bout de l'allée. C'était du cèdre, coupé et gravé par un homme en ville qui faisait ce genre de travail pour $100 et une caisse de bière. La ligne du haut disait « Ferme Callaway » et en dessous « Établi en 1889 ». En dessous, en plus petites lettres, on lisait « Partenaire de la coopérative d'eau de Red Basin ». Il ne s'est pas arrêté. Tessa était le long de la clôture près des enclos, réparant le fil avec sa fille qui lui passait les agrafes. Elle a regardé le camion passer sans se redresser. Au-delà de la cour à matériel, dans l'herbe haute à côté d'un cercle de pierres coiffées, une vieille Hereford était couchée à l'ombre d'un peuplier. Il avait pris racine grâce à une infiltration que personne ne pouvait expliquer jusqu'à l'année dernière. Tessa l'a regardé un moment et a commencé à rire, seule au milieu d'un champ. Comme les gens le font quand quelque chose est drôle depuis des mois et vient tout juste de faire son effet. L'objet que tout ce comté avait utilisé comme symbole de tout ce qui était désespéré chez elle s'était avéré être la seule raison pour laquelle sa fille aurait une ferme où rentrer. Brock Harrington avait raison sur une seule chose. Et il a eu raison pendant 120 ans, avant que quiconque ne puisse vérifier. Il n'y avait pas de trésor enterré sous ce puits. Le trésor, c'était la chose elle-même. La chose pour laquelle il a travaillé si dur, si longtemps, et devant tant de gens, pour lui faire croire qu'elle ne valait rien.